Merci Mohamed, on n'a pas empiré le retard. Donc, un des buts de la recherche, c'est évidemment d'engendrer du développement industriel. Et donc, on va aborder cette thématique, développement économique et développement industriel, avec une animatrice que j'apprécie beaucoup, qui est Laetitia Brottier, qui est une industrielle, sur le solaire dit hybride, photovoltaïque et thermique pour le même appareil. Et donc j'appelle les... Je ne vais pas les énumérer tous, mais j'appelle donc les différents intervenants à venir à la tribune. Merci. Et donc justement, pendant que les intervenants s'installent, je vais déjà vous annoncer qu'on parlera essentiellement photovoltaïque dans cette table ronde économie et industrie. C'est pas parce que c'est bien parce qu'il fallait choisir, puisqu'on nous a laissé 1 heure pour parler d'économie. Évidemment, le solaire thermique, qui est cher à Duelson, puisqu'on est à la fois photovoltaïque et thermique, est aussi une technologie clé, puisqu'on aura, on attend pour la prochaine PPE d'atteindre 6 TWh de solaire thermique, et donc il va falloir qu'on passe à 1 million de mètres carrés d'installations solaires thermiques par an au lieu de 100 000 aujourd'hui. Donc vous voyez le potentiel du solaire thermique également. Mais nous allons essentiellement parler électricité solaire néanmoins. Avec nos intervenants, André Joffre, qui est fondateur de Texol et président du pôle de compétitivité d'Herbie, et également vice-président d'Enerplan. Nous aurons aussi David Marchal, qui est directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes à l'ADEME. Pierre-Emmanuel Martin, président directeur général de Carbone Solar, et également vice-président industrie Enerplan. Daniel Munier, responsable du programme PVPS, donc Photovoltaic Power System, à l'Agence internationale de l'énergie, également directeur délégué solaire et innovation chez le bureau d'études Planaire. Jules Nissen, président du syndicat des énergies renouvelables, le CER. Et enfin, François Sillon, chef de la technologie et du numérique au Centre national d'études spatiales. Et donc, pour commencer, j'aimerais parler des valeurs économiques du photovoltaïque. On dit que le photovoltaïque, entre 2022 et 2035, ça devrait être à peu près 100 milliards d'euros investis en France. Ça pourrait atteindre jusqu'à 25% de la consommation électrique de la France. On est à 4 en ce moment. Et on parle pour la prochaine PPE de 100 gigawatts, en tout cas 65 à 100 gigawatts d'ici à 2035. Mais au final, pourquoi tant d'engouement ? Est-ce que Jules Nissen du CER, vous pouvez nous expliquer en fait les fondements de compétitivité de l'énergie solaire et nous rappeler les bases. Pourquoi tant d'engouement aujourd'hui en France ? Est-ce qu'il y a tant d'engouement ? C'est la question que j'ai envie de poser. Bien sûr qu'il y en a, il y a une espèce d'évidence, et je crois que les débats depuis ce matin l'ont bien montré. Après, nous, on pousse une ambition plus élevée que celle qui figure aujourd'hui dans les documents qui sont mis en consultation, parce que même si tout le monde est conscient des contraintes qui peuvent exister pour déployer du solaire, en même temps, autant fixer l'obstacle le plus haut possible et puis essayer de faire en sorte de pouvoir le franchir plutôt que de s'auto-limiter. En fait, je pense que c'est une évidence, mais la situation énergétique particulière française et le fait qu'on raisonne un peu trop sur certaines particularités de l'énergie électrique, de la possibilité de disposer d'un parc nucléaire, et je ne suis pas certain que nos concitoyens aient tous bien compris les enjeux qui sont derrière tout ça. Je crois qu'il y a aussi des sujets liés à la biodiversité, à la difficulté d'accès au foncier. C'est ça les facteurs limitants. Ce n'est pas du tout l'intérêt pour l'énergie solaire en elle-même, qui est, ça a été dit à plusieurs reprises, moi j'aime bien dire, j'ai 11 enfants, c'est les 11 filières de l'énergie renouvelable, donc il n'y en a aucun qui est favori par rapport à tous les autres. Tous sont utiles. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, là où il y a la plus grosse possibilité de croissance, ça reste le solaire, à condition de pouvoir en faire sur les sols et pas simplement sur les sites dégradés, pas simplement sur les toitures, parce qu'on n'y arrivera pas. En même temps, il faut le faire dans le cadre d'une acceptabilité sociale, ça a été dit tout à l'heure, c'était aussi très important. Et puis c'est le thème qu'on va discuter juste après. On ne peut pas avoir d'ambition solaire sans avoir une ambition industrielle derrière, y compris pour des questions d'acceptabilité politique et sociale. Je voulais simplement dire aussi qu'aujourd'hui,
l'énergie solaire, elle est compétitive largement. Ça a été martelé tout à l'heure. Nous, on a essayé de faire une étude la plus honnête possible sur tous les segments de type d'installation, que ce soit agri-PV, sites dégradés, etc. Et on arrive, avec les dernières données actualisées, à des coûts complets autour de 65 € du mégawattheure, qui est à comparer aux dernières actualisations des prix de l'électricité d'origine nucléaire. Donc la compétitivité, c'est plus un sujet, et ça justifie l'engouement pour ce solaire qui amène un service décarboné en autoconsommation par le réseau ou via des PPA pour l'industrie en particulier. On l'a entendu tout à l'heure, le solaire, c'est le moins cher, le moins cher, le moins cher. Donc on retient ce chiffre de 65 € le mégawattheure. Avant de parler d'industrie et de gigafactory en France, je voulais donner la parole au Centre national d'études spatiales pour faire un petit bond en arrière, puisqu'en 1973, ils étaient le principal sponsor de cet événement à l'UNESCO. Et finalement, le CNES fabriquait lui-même les cellules photovoltaïques pour embarquer dans le spatial. Donc, c'était des industriels. Et aujourd'hui, vous achetez plutôt la question des cellules, mais vous embarquez toujours du solaire photovoltaïque. Est-ce que vous avez des enjeux sur ces achats notamment, est-ce que pour vous, le module est devenu une commodité, comme on l'entend parfois? Est-ce qu'il y a pour vous des enjeux de localisation, des enjeux technologiques pour adresser un marché un peu spécifique qui est celui du spatial? Oui, alors je suis chargé du bond en arrière, donc d'autres responsabilités. Oui, bien sûr, on a toujours ces enjeux. Alors évidemment, on fabrique plus, ça c'est sûr. Et puis en plus, l'échelle du spatial, même si le spatial se développe beaucoup aujourd'hui, on n'en est pas à avoir besoin de gigafactory. Mais les contraintes du spatial quand même sont telles que, d'abord sur la durée de vie, et puis le fait qu'une fois qu'on a mis un système en orbite, typiquement, on ne va pas aller intervenir dessus. Il y a eu l'exception de Hubble où on est allé changer un miroir, mais bon. Donc on a besoin d'une durée de vie très longue. Et donc, même si effectivement au départ le spatial a tiré le développement de panneaux photovoltaïques, aujourd'hui on se pose la question de savoir accompagner la croissance qui est très forte. Encore une fois, on lance maintenant des milliers de satellites chaque année. Chaque satellite embarque en général son système de génération avec des panneaux solaires. Il faut savoir qu'un satellite en orbite géostationnaire, c'est, je crois, 2 fois 50 mètres carrés de panneaux solaires. Alors, comme l'ennemi du spatial, c'est le poids, vous imaginez, alors c'est des systèmes très élaborés, évidemment, d'origami pour se déployer et se déplier. Mais voilà, on a des contraintes très très fortes de masse en particulier et de rendement donc sur les cellules solaires en particulier. Donc jusqu'à très récemment, on utilisait des choses vraiment avec des triples jonctions d'arsenure de gallium, etc. On n'était pas dans l'utilisation du silicium commercial qu'on met sur les toitures. Avec l'explosion du nombre de la demande, en fait, du nombre de satellites, aujourd'hui, il n'y a tout simplement pas la filière pour fabriquer suffisamment de ces cellules de très très haute technicité et capacité. Donc il y a une vraie question qui est d'accompagner la prise en compte de ces éléments tirés du marché grand public pour les spatialiser. Alors une possibilité, ça peut être d'optimiser beaucoup le traitement numérique qui est fait, le contrôle, le monitoring, la façon d'équilibrer les charges, de savoir comment on gère finalement le système électrique et le système donc d'énergie dans son ensemble, plutôt que d'essayer d'avoir à chaque étape la performance la plus pointue possible. Au niveau de l'industrie, on avait beaucoup parlé ce matin d'un grand investissement en Chine, puisqu'il faut savoir que depuis 2011, la Chine a investi dans son économie 50 milliards de dollars sur le développement industriel photovoltaïque. C'est clairement pas des montants qu'on a investis en Europe aujourd'hui, et ils sont aujourd'hui leaders sur les 5 étapes de fabrication, avec plus de 80% des capacités mondiales, à la fois sur le polysilicium, le lingot, le wafering, le celluling et le moduling. Toutes les étapes clés pour la fabrication de nos panneaux solaires. Aujourd'hui, on a des prix ou des coûts qui nous sont donnés par le rapport Rethink Research de la semaine dernière, qui évoque des coûts de 154 même dollars
le kilowatt de production de modules, qui pourrait baisser à 92 en 2030 et 71 en 2040, d'après ce rapport. Pourtant, on a en France, non pas une gigafactory, mais même 2 gigafactories qui sont aujourd'hui dans les tuyaux. Et donc je vais juste évoquer une qui n'est pas présente, donc Holosolis, qui aura également l'occasion d'être installée dans le Grand Est sur une technologie TOPCon. Mais on a avec nous Pierre-Emmanuel Martin pour la Gigafactory Carbone Solar. Pierre-Emmanuel, pourquoi maintenant une industrie en France ? Est-ce qu'on a les conditions de succès ? Bonjour. Alors d'abord, effectivement, il y a 2 projets de Gigafactory, mais il n'y en a qu'une seule à cette table, et en tout cas qui s'inscrit dans une histoire, une famille. Et moi, je suis très heureux d'être là, parce que vous êtes, enfin, moi, je suis issu de cet écosystème que vous représentez, et Carbone est un peu la continuité de ces 50 années d'histoire. Donc je vais répondre un peu par un détour, parce que je suis très bavard, et j'aime bien les histoires. Moi, je dis juste que 73, moi j'avais 7 ans, certains étaient peut-être un peu plus... Voilà. Et moi, mon père, il m'a emmené voir Odeyo et Targasson. Et mon amour du solaire est né là. Et après, j'ai fait un parcours. Alors, moi aussi, je suis rueillois, j'étais au lycée de Rueil, comme Marc. Et on a aussi eu Photowatt, qui était en face de chez nous, route de l'Empereur. Enfin, c'est tous ces petits cailloux qui font qu'aujourd'hui... voilà, moi, Carbone, on l'inscrit dans une trajectoire qui est simple. C'est que pour moi, la France... c'est le pays de l'électricité. Et je ne me résous pas à ce que, après avoir dominé beaucoup tant d'industries, d'électrotechnique, d'électromécanique, l'hydraulique et tant d'autres choses, que finalement l'histoire s'arrête. Et je pense qu'on peut dire, jusqu'à la fin des années 90, et quand j'étais encore jeune padawan à l'Observatoire des énergies renouvelables, et j'ai fait le premier baromètre du solaire photovoltaïque, Photowatt, c'était quand même le 5e fabricant mondial de panneaux solaires. Nous avions Total Energy, nous avions tout. Voilà. En 2002, en France, on produit 2 fois plus de panneaux solaires qu'en Chine. Voilà. Et donc ça, Carbone, c'est ça, c'est l'idée que on peut pas, enfin l'inéluctable n'est pas... n'est jamais certain, et en tout cas on ne peut pas laisser à une seule géographie qui aujourd'hui, on va le dire, hein, est une géographie qui combat les valeurs de l'Occident, qui combat ce qui nous porte, hein, le solaire au service de l'homme. Voilà, on ne peut pas laisser à la Chine le monopole de produire et d'avoir... Alors on les remercie, ils ont inventé le solaire compétitif, c'est bravo, mais nous on fera du tandem. C'est-à-dire qu'à la technologie, à l'excellence, nous, on y mettra aussi l'excellence de ce qui fonde l'Europe, à savoir l'excellence sociale et écologique. Et donc c'est tout l'objectif, en tout cas, de Carbone, c'est d'avoir analysé les erreurs et les échecs d'une industrialisation qui a raté dans le solaire photovoltaïque. Pourtant, on avait beaucoup de choses. Je crois qu'on peut dire, tout d'abord, au cœur de la réindustrialisation, pour qu'on y arrive, c'est replacer la coopération franco-allemande. Je pense que les années 2000, si on a raté un peu d'industrie en France, c'est qu'on a regardé notre grand voisin en se disant on ne fera pas comme eux, on va faire de l'intégré bâti. Et malheureusement, on s'est quand même bien écharpé avec eux. Et résultat, tout est parti en Chine. Et donc il faut replacer. Donc moi, je salue la communauté scientifique française, mais il y a aussi une communauté scientifique allemande. Monsieur Beck, vous êtes là. C'est vraiment très important qu'on crée des liens forts avec l'Allemagne pour qu'on propose... voilà. Donc Carbone est né de ça, déjà de la volonté de s'allier avec nos amis allemands, de recréer les conditions d'une industrie résiliente, donc c'est-à-dire que c'est travailler surtout le polysilicium, les équipements, et se dire qu'il faut faire comme les Chinois, hein. De toute façon, la production, les coûts de production, c'est une bête multiplication des volumes. Plus vous produisez, plus vous êtes compétitif. Donc on essaie tout de suite de se dire, oui, on a une ambition, hein, on veut être champion du monde. Quand on commence, je pense que tous les gamins, et quand ils commencent le sport, ils n'ont pas envie d'être juste... voilà, ils se rêvent footballeurs. Donc on est là, on a réuni des équipes et on s'est dit, on va essayer aujourd'hui de gagner ce match et de venir dans le top 10, voire pourquoi pas demain dans le top 5. Donc aujourd'hui, Carbone, c'est 5 gigawatts intégrés, une usine à Fos-sur-Mer qui est bien avancée, pour laquelle les autorisations sont en cours, avec évidemment qui nécessitera des financements, qui nécessitera
énormément de résilience sur pas mal de chaînes de valeur qui sont, on va dire, aux mains des Chinois. Donc il faut faire attention. Le lingotage, c'est quand même, le Puller-Czochralski n'est pas totalement maîtrisé industriellement. Il y aura la question du sciage, il faut faire gaffe à ça. Après le celluling, je pense qu'on a toute la chaîne de valeur pour pouvoir avoir les équipements en Europe, mais là encore, il faut faire attention. Et puis, on a un sister ship en Allemagne, donc on a aussi 5 gigawatts, on travaille avec des partenaires pour avoir la même chose, pour arriver rapidement dans le match. Et effectivement, la route, elle est écrite. C'est aujourd'hui, on va produire peut-être un petit peu au-dessus d'eux en termes de coûts, mais finalement, ce sont des externalités. Nos produits, ils seront traçables, donc il n'y aura pas de travail de Ouïghour derrière. Ce sont des usines qui s'inscrivent dans un schéma réglementaire environnemental où on est obligé de faire attention aux études d'impact. Donc c'est très compliqué de faire une usine. Donc c'est quand même 62 hectares sur le Grand Port de Marseille. Et là-dessus, on aura des produits qui vont tendre progressivement vers la compétitivité. Et oui, on veut demain produire à 5 centimes du watt crête. Comment ? Là, c'est là où on a besoin de vous. Et c'est les prochaines 50 années, quoi. C'est qu'on a besoin des tandems, on a besoin des perovskites, de toutes les technos, les nanostructures, et une communauté de chercheurs qui soutient un industriel, en tout cas, peut-être qu'il y en aura un deuxième, mais en tout cas, nous, on s'affirme comme votre partenaire, puisqu'à peu près 5% de notre chiffre d'affaires, en 2030, ça représentera 250 millions d'euros de dépenses qui seront consacrées à la R&D. Et là, c'est aussi l'alliance qu'il faut absolument trouver. Et donc, c'est peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, on vous dit, restez dans le solaire. Il y a une belle aventure à écrire pour les 15 à 20 prochaines années. Est-ce que vous avez besoin, Pierre-Emmanuel, d'avoir, on va dire, un cadre impulsé par l'Europe pour commencer à travailler, ou est-ce que vous êtes déjà... vous inscrivez dans le cadre tel qu'il est actuellement sans avoir besoin de le modifier? Non, il faut... non, il faut quand même ne pas être naïf. Les Chinois n'ont absolument pas envie maintenant qu'ils ont la main. Le solaire, on le rappelle, c'est le 7e pilier industriel stratégique de la Chine, qui fait objet d'une planification constante depuis 2005. C'est une technologie qu'ils maîtrisent absolument de bout en bout sans avoir besoin d'un centimètre d'aide des Occidentaux. C'est une quantité d'énergie phénoménale. On parle là en ce moment, ils sont en train d'installer 450 gigawatts dans le désert de Gobi. Donc on voit à peu près les multiples des éoliennes marines, des Aliades, fois un facteur de charge à 35%. Ça donne quand même des quantités d'énergie astronomiques. Ils n'ont absolument pas besoin de nous. Et si un jour ils doivent nous la faire à l'envers, c'est en ne distribuant plus de panneaux ni d'équipements. Donc là aujourd'hui, il nous faut un cadre parce qu'ils manipulent un petit peu les prix. Nous avons ce qu'on appelle en économie un monopsone et un monopole à la fois. C'est les seuls acheteurs de polysilicium et c'est les seuls producteurs de wafers. Donc si on veut, ça c'est une défaillance de marché absolue. Donc il est absolument indispensable de se protéger. Après l'Europe, c'est 3 temps. Sur les 50 dernières années, on a d'abord eu le temps de la paix. Après, on a eu le temps de la liberté et des échanges. Maintenant, c'est la fin de la naïveté. Donc c'est le temps de la reconquête. Donc oui, l'Europe est en train de travailler sur le Net Zero Industry Act. Il y a des choses très intéressantes qui sont d'ailleurs en train de se poser en Allemagne et en France de manière un peu coordonnée sur ce qu'on va appeler les bonus de résilience. On en attend beaucoup parce qu'évidemment demain, la filière, un peu à la main aux grands développeurs, ou aux grandes distributions, ils n'en ont que faire de panneaux solaires faits en Europe. Ce qu'ils veulent, c'est du pas cher. Donc après, le pas cher fait pas du Ouïghour est toujours très peu cher. Donc il va falloir se défendre. Gilles Nissel, bravo, très beau projet. Justement, on parlait de critères résilience et on a vu apparaître pendant la loi Industrie verte un article 23 qui proposait pour les parkings à titre dérogatoire de suspendre le délai de la loi d'accélération d'énergie renouvelable qui implique une obligation sur les parkings pour justement respecter plus tard cette question du critère de résilience. Est-ce qu'il y a un antagonisme finalement entre un déploiement rapide et prendre le temps d'avoir ces gigafactories? Comment vous voyez
la notion d'accélérer. Est-ce qu'il faut accélérer ou est-ce qu'il faut accélérer un peu moins vite? Non, bien sûr qu'il faut accélérer. Mais juste une parenthèse au départ, les propriétaires des parkings, notamment les grandes surfaces, en fait, c'est des foncières. Et je pense qu'ils n'ont pas du tout envie de répondre à leurs obligations de solarisation des parkings parce qu'ils disposent d'un foncier artificialisé qui aura bien plus de valeur plus tard dans les opérations de requalification urbaine. Donc, ne soyons pas dupes de ça. De la même manière, ne soyons pas dupes de ceux qui prennent prétexte de la souveraineté industrielle française à construire pour éteindre la croissance de la filière du solaire photovoltaïque. Et c'est ça le piège dans lequel on est, parce que c'est très compliqué de pouvoir expliquer aux gens que d'un côté, il faut aller à fond dans le développement de cette filière du solaire photovoltaïque et que ça impose aujourd'hui de ne pas fermer totalement les frontières aux seuls composants qui peuvent soutenir le rythme et en même temps soutenir le développement de ces gigafactories, du projet carbone. Et il faut trouver l'équilibre et c'est pas facile dans un monde où on a tendance à un peu tout caricaturer. Moi, je dirais simplement que le marché il est gigantesque mondialement, à l'échelle européenne et même à l'échelle française si on considère que l'année dernière, il y avait un peu plus de 15 gigawatts installés, qu'on propose 65 en 2030, 110 en 2035. Bon, l'État est un peu en dessous, mais dans tous les cas, il y a une ambition énorme. Donc il y a de la place pour tout le monde. Et dans ce volume de marché, il y a la place d'avoir des couloirs de nage, des compartiments réservés. C'est comme ça qu'on le fera. On le fera avec des arrêtés tarifaires, avec des bonifications pour du contenu local ou des critères de contenu carbone. En réalité, pour du contenu local, il faut trouver de la bonne façon de le faire. Il faut des appels d'offres dédiés. Et il faut sans doute aussi revoir les critères de pondération entre le prix et le hors-prix dans les appels d'offres. Ça nécessite beaucoup de discussions à l'échelle européenne, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre. Ce sera un sujet de la campagne électorale de l'année prochaine. Et puis tout de suite, on peut déjà faire des choses. Je crois que les Allemands l'ont fait. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Nous, on essaie de s'engager dans un pacte solaire pour essayer de concrétiser un petit peu ces engagements. Et je voudrais dire que le coût d'un panneau solaire sur une installation complète, ce n'est pas 100%. On a tendance à oublier ça. Et que donc, c'est qu'une partie de la chaîne de valeur et qu'on peut se payer quand même quelques éléments un peu plus chers si on veut se reconstruire une industrie, reconstruire, parce qu'elle existait à une époque, y compris pour pouvoir valoriser tous les travaux de recherche sur lesquels la France n'est pas du tout en retard, comme ça a été démontré tout à l'heure, et les traduire industriellement, parce que sinon, on pourra faire les découvertes qu'on veut, il n'y aura aucun industriel ici pour traduire ça concrètement. Donc, il faut faire ces deux choses-là, et nous, on plaide pour que plus la dynamique est grande, plus le gâteau sera grand, plus il y aura de la place pour créer les conditions de démarrage de ces gigafactories dont j'ai aucun doute qu'une fois qu'elles seront sorties de terre, elles atteindront très rapidement la compétitivité requise. On est à fond derrière ça. Ces gigafactories vont demander un investissement certain. Au niveau de l'ADEME, d'Amélie de Marchal, comment vous voyez le soutien, on va dire, financier à ces projets? Quels sont les objectifs que vous vous fixez en termes d'accompagnement de cette dynamique? Bonjour. Alors oui, effectivement, à l'ADEME, on soutient... Enfin déjà, l'ADEME est née quasiment en même temps que le solaire en France, parce que 1978, c'était le COMES, Commissariat à l'énergie solaire, aux énergies solaires, au sens large. Et donc effectivement, depuis, on soutient à l'ADEME l'innovation dans le domaine du photovoltaïque, avec un changement majeur qui a eu lieu dans les années 2010, d'ailleurs, quand François Moisan était encore à l'ADEME, avec l'arrivée des investissements d'avenir, où on est passé des soutiens à la recherche au soutien aussi à l'industrialisation et aux grands démonstrateurs. Et aujourd'hui, donc la suite des investissements d'avenir, c'est le programme France 2030. France 2030 sur laquelle l'ADEME est opérateur. On a 9 milliards d'euros globalement sur une quinzaine de stratégies d'accélération thématique, dont une qui porte sur les systèmes énergétiques, qui est dotée d'un peu moins d'1 milliard d'euros. Donc c'est véritablement France 2030, ça a eu vocation à adresser, si je parlais de stratégie d'accélération, c'est qu'on va au-delà de la seule innovation et de l'industrie, c'est qu'on essaye de détecter tous les verrous au déploiement d'une technologie et aux retombées industrielles de cette technologie en France. Ça va bien sûr de l'innovation, l'industrialisation, aux éventuels soutiens au déploiement, aux questions de formation, et tout ça c'est englobé dans France 2030. Alors nous à l'ADEME, on est au travers de France 2030 opérateur de 3 appels à projets qui s'appellent TAS, donc à la fois sur les PME, sur les démonstrateurs et sur l'industrialisation. Je pense que ce qui est important, c'est de voir un peu l'importance de ces guichets. En termes de volume d'activité, c'est quand même assez phénoménal. Là, depuis le début de France 2030, c'est-à-dire il y a moins de 2 ans, on a lancé une quarantaine d'appels à projets. On a reçu 1800 projets en tout sur toutes les thématiques de la transition, donc quasiment 600 qui sont financés pour 2 milliards d'euros.
Et dans le domaine plus spécifique des énergies renouvelables, donc sur les 800 millions de budget initial, à ce stade, il y a une soixantaine de projets qui sont financés pour 100 millions d'euros. Et quand je rezoome sur le solaire, donc à ce stade, encore une fois, mais il y a d'autres projets bien entendu qui ne sont pas encore financés, 50 millions d'euros de budget et une douzaine de projets sur des thématiques qui vont du recyclage aux modules spécifiques pour les grandes installations, notamment tertiaires ou industrielles. Bien sûr, la question des tandems perovskites. Enfin voilà, tout ça est assez varié, sans parler des questions d'application. Juste un dernier mot sur le soutien de l'État aussi à la réindustrialisation. Ça me semble important de parler aussi du C3IV, donc le crédit d'impôt innovation verte, qui va donc permettre un peu une parade à l'IRA américain, donc d'avoir un crédit d'impôt sur sur quelques secteurs industriels, les pompes à chaleur, le solaire notamment, et ses composants. Voilà. Sur lequel l'ADEME en fait est missionné pour accréditer, on va dire, la thématique. Enfin, le fait que l'investissement qui est proposé au crédit d'impôt fait bien partie de la chaîne de valeur de ces filières. Donc on a commencé à l'entendre. Au-delà des modules, il y a aussi toute la question du système pour apporter une valeur économique à la France. Et on a aujourd'hui, et on l'a entendu tout à l'heure, la question de est-ce que c'est le bon moment pour le photovoltaïque? Est-ce que l'intermittence peut perturber les systèmes? Qu'est-ce qui fait que le photovoltaïque aujourd'hui sera un succès pour nos réseaux? André Joffre, vous vouliez aujourd'hui nous apporter un éclairage sur la bonne temporalité du développement du solaire par rapport à d'autres filières. Oui, très bien. Alors, bon, moi d'abord, je voudrais dire que je suis très content de cette matinée là, qui est très rafraîchissante, avec dans la salle et à la tribune des chercheurs, des industriels, parce que ça, c'est quand même, bon, moi, ce que je pratique, je dirais, au quotidien dans le cadre du pôle de compétitivité d'Herbie, puisque la moitié des adhérents sont des chercheurs, l'autre moitié des industriels, avec les collectivités qui nous aident à monter le bazar. Et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. On manque souvent de liens entre les deux, quoi. Les deux restent dans des communautés qui ne se fréquentent pas suffisamment, et donc le fait de travailler ensemble dans des programmes, voilà, qui peuvent être montés, des programmes collaboratifs de R&D, R&D appliqués souvent, ça fait plaisir aux chercheurs et ça fait plaisir aux industriels aussi, qui souvent ont du mal à passer à l'acte, notamment dans les PME. Et donc ça, c'est un vrai travail qu'il faut faire. Mais en fait, en tout cas, aujourd'hui, je trouve que bravo Daniel, parce que tu as réussi à mettre en place la mayonnaise qui prenne. Bon, alors, dans la vie industrielle des sciences, il y a des fois des phénomènes magiques, un peu comme ça, qui apparaissent. Celui qu'on donne tout le temps, c'est la création de l'iPhone, vous vous souvenez. Donc, il y a 15 ans, c'est pas très vieux. Et puis, en fait, l'iPhone, on a trouvé... Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi l'iPhone est arrivé, finalement? Parce que tous les composants qui sont dedans, le téléphone, le pager, tous les éléments, un peu de bureautique, etc., un agenda, tout ça, c'était déjà... Ça existait, souvent sur des appareils différents, mais personne ne l'avait mis ensemble dans le même truc. Bon, toutes les pièces étaient sur la table, mais il fallait assembler le puzzle. Et ce qui a permis de faire ça, c'était deux choses. D'une part, d'avoir des écrans pas trop chers, tactiles, et puis ensuite, c'était la batterie lithium. Bon. Alors, batterie lithium, il faut savoir, les premiers brevets, c'est 73, je crois, c'est au moment où devait se réunir les 50 ans, là. Première manip, c'est 93, et on lui a donné le prix Nobel à ce chercheur anglais qui travaille à New York en 2018. Donc, vous voyez qu'il faut batterie lithium. Sans ça, il n'y aurait pas d'iPhone, il n'y aurait pas, bien sûr, de voitures électriques. Et justement, j'y viens, c'est qu'il va se passer dans le domaine du solaire la même chose qui s'est passée dans le domaine du téléphone mobile, du smartphone. Pourquoi? Parce qu'en fait, au même moment, et c'était pas dit, c'était pas écrit d'avance, au même moment, on a des prix compétitifs sur le solaire, on l'a dit, répété, la moins chère des énergies. Au passage, c'est pas intermittent, arrêtez avec ça, c'est variable.
peu différent. Bon, n'est-ce pas, Laetitia? Bon. Donc, non, mais il faut s'habituer. Au moins, entre nous, n'employons pas les mots de nos ennemis, quoi. Je veux dire, bon, c'est variable. Bon. Donc, vous avez de ce côté-là. Les énergies, le solaire est devenu très compétitif. On le voit dans tous les domaines, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va continuer. Bon. Ça va continuer. Très certainement, on va encore diviser par 2 le prix des modules photovoltaïques d'ici 2030. Et puis, bon, il y a une étude qui est sortie hier ou avant-hier, là, on voit les chiffres. Eh bien, bon, ça, c'est une première chose. Mais ce qu'on n'avait pas vu arriver du tout, c'était les voitures électriques. Qui aurait dit qu'en 2030, on aurait 2 millions de voitures électriques? Ça fait 100 gigawattheures embarquées, là. Dans le pays, en France, on aura 100 gigawattheures de batteries fatales. Elles n'ont pas été achetées pour ça. Elles ont été achetées pour faire marcher des voitures, pour circuler, pour la mobilité. Elles sont quasiment gratuites. Vous comprenez? Et ça, c'est un phénomène qui est extraordinaire. Parce que 100 gigawattheures, si on regarde, c'est pas négligeable du tout. Et donc, si on les met ensemble, on va imaginer des tas de choses. Alors vous allez me dire, oui, mais attendez, la voiture électrique, elle est faite pour circuler, elle n'est pas coincée auprès de la maison. Ah ben non, elle ne circule pas tant que ça, elle ne circulera pas davantage que les voitures thermiques. Donc, 90% du temps, une voiture est arrêtée. À ce moment-là, il faut qu'elle soit branchée sur la maison. Non, elle peut être branchée sur n'importe quelle borne. Et on pourra faire livrer dans cette borne l'électricité de n'importe quelle installation solaire. Ça, on le fait déjà. C'est le programme Mobile Sol que l'ADEME a eu la bonne idée de financer et qu'on pratique. Alors, on sait le faire aujourd'hui administrativement en autoconsommation collective, là, dans un rayon d'1 kilomètre. Mais on pourrait le faire sur 10, 100 kilomètres, sur la France entière, sur nos régions entières. Ce n'est qu'une décision administrative. Donc, vous voyez, vous allez au boulot, vous branchez votre voiture sur la borne que votre patron aura mis à votre disposition. Mais cette borne va vous délivrer de l'électricité de votre propre maison. Vous voyez? Et éventuellement, quand vous allez rentrer le soir, vous allez vous brancher et vous allez effacer les heures de pointe. Aux États-Unis, il y a un mois, Tesla vient d'obtenir 2 licences pour 2 villes moyennes au Texas, où en fait, il pratique déjà ça. C'est-à-dire qu'il s'est positionné comme fournisseur d'électricité. Il fournit l'électricité aux gens qui sont possesseurs d'une voiture Tesla. La contrepartie, c'est que, bien entendu, la voiture est à disposition, sauf avis contraire, parce qu'on en a besoin pour une urgence ou un déplacement. Et donc, la voiture, en fait, elle peut être utilisée par Tesla pour consommer de l'électricité pendant les heures de pointe et donc abaisser le prix moyen de l'électricité. Et Tesla vous garantit le meilleur prix du Texas. Voilà. Alors, je crois savoir qu'il y a un labo du nord de la France, du côté de Lille, qui travaillerait pour Tesla, mais bon, je n'ai pas encore fini mes enquêtes. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses qui doivent arriver un peu par là aussi. Hein, voyez. Mais vous voyez qu'il va y avoir plein d'initiatives de ce type-là. Et ça va être beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que le solaire. On va trouver des champs d'application qu'on ne soupçonne pas. Et quand on va le voir, on va dire, mais bon Dieu, mais bien sûr, on l'avait sous les yeux, on n'a pas vu. Vous voyez. Donc c'est là-dedans qu'il va y avoir le maximum de création de valeur. Parce qu'on le voit, ça va être dur, industriel, je peux te le dire. Hein. Moi, je l'ai été, tu sais, quand tu fais les fiches de prix, là, au début de carrière, j'ai passé 10 ans à faire de l'industrie. J'ai passé 10 ans à faire de l'industrie, et franchement, c'est dur. Hein. C'est dur, mais il en faut, bien sûr. Mais il y a des métiers qui sont beaucoup plus faciles, peut-être, parce qu'ils demandent moins de moyens matériels, c'est notamment tout ce qui est digital, hein, où là, une start-up peut se monter avec quelques ordinateurs, on peut faire des choses extraordinaires. Et justement, faire coupler la variabilité du solaire avec les besoins, etc., le pilotage, tout ça, c'est une source de valeur ajoutée, de création de valeur qui est considérable. Et sur lesquels il faut vraiment s'emparer de ça. Ça fait partie du solaire, c'est du solaire. Même si ça peut être utilisé et ça peut avoir des applications en dehors du solaire. Mais c'est vraiment indispensable, c'est le prolongement du solaire pour lui permettre de pouvoir vraiment rentrer d'une façon générale dans la société. Donc vous allez voir qu'il va se passer des choses là. C'est un truc... le phénomène smartphone va
s'appliquer au domaine du solaire. Et vous allez voir, ça va être formidable. Alors, on a parlé de la Californie. Et on va continuer une prise de recul internationale avec, pour parler de l'Australie du Sud, je vais avoir Daniel Munier, donc, qui a son œil de responsable du programme PV Power Systems. Va nous donner un retour d'expérience. Alors, en Australie du Sud, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2005, ils étaient 100% fossiles au niveau de la production de l'électricité. Depuis 2005, ils ont intégré énormément de photovoltaïque. Ils n'ont pas encore les voitures électriques, alors comment ça se passe là-bas ? Merci beaucoup. Donc peut-être une toute petite introduction, on a parlé beaucoup de dates. PVPS, c'est un programme, on va dire, satellite de l'AIE. Ces programmes satellites ont été créés dans les années 70, aussi 74 exactement, je pense. Et le but, c'est vraiment de fédérer. Alors c'est bien, ce matin, on a eu vraiment la Fédération nationale des chercheurs. Là, c'est vraiment à l'échelle internationale. Et on a la chance d'avoir à peu près entre 200 et 300 chercheurs qui travaillent sur ces sujets, avant tout dans la logique d'application. Et vous allez voir, aujourd'hui, c'est vraiment intéressant d'avoir cette petite prise de recul. J'ai envie de vous montrer l'avenir. Après ce qu'André a présenté, je pense que ce sera très, très complémentaire. On voit l'Australie, en fait, déjà, c'est l'Europe de demain. On a ici l'Australie du Sud. Vous voyez, en fait, dans cette région, on a eu une énorme progression des installations photovoltaïques dans les années 2010, phénomène incitatif, géographique, même pas national, régional, et avec vraiment un pionnier sur le taux de couverture électrique des renouvelables, et en particulier du photovoltaïque à l'échelle de cet État qui est assez peu interconnecté. Donc c'est vraiment passionnant parce qu'on voit qu'en 2015, c'était déjà à 36%, en 2022, ils étaient à 70%, et ils ont un objectif à 2028 d'être à 100% renouvelable. Alors, on se dit, mais ça va poser des problèmes d'équilibre. Il y a un souci, ils ont eu un blackout, et en fait, ça marche très très bien. On a ici une journée d'octobre 2023 sur lequel, en fait, au midi solaire, on avait autant de production solaire que de consommation. Et le système a tenu. Pourquoi ? Parce que, en fait, déjà, il a un tropisme de consommation assez orienté sur l'aspect diurne à cette époque de l'année, mais surtout parce qu'on a déjà, et ça a été évoqué ce matin, on a déjà des moyens de stabilisation et même, et je vais employer un mot important, d'écrêtage dynamique au niveau de cette zone géographique. Et ça préfigure un petit peu ce qu'on va devoir mettre en œuvre à l'échelle européenne, pas demain matin, mais dans quelques années. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est un pays qui n'a même pas encore vraiment connu son équipement en véhicule électrique. On est au tout début. Ça vous montre ici on va dire, c'est vraiment quelque chose qui va arriver dans les années qui viennent. Et j'aimerais saluer en fait une initiative de cette région. Au sein de PVPS, on la regarde vraiment comme un laboratoire de recherche à l'échelle 1, où on peut vraiment tester. C'est en fait le gestionnaire de réseau, qui s'appelle SAPN, pour ne pas le citer, en fait, a mis en place une campagne pour tout nouveau système photovoltaïque de petite taille. Il propose, soit on a un écrêtage fixe, c'est-à-dire qu'on limite à une puissance donnée ce qui peut être injecté sur le réseau, ou on propose un écrêtage dynamique, c'est-à-dire en fonction de la période de l'année, il y a la possibilité de faire évoluer cette limitation de l'injection de l'installation photovoltaïque. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'avec ces conditions, en fait, actuellement, les tests montrent que plus de 95% de l'énergie à l'échelle annuelle est intégralement distribuée et peut être utilisable. Donc ce n'est que le début. Ça montre aussi que, ce matin j'ai entendu parler de prix négatifs, attention, on va multiplier les moyens de production, donc on doit absolument, selon nous, à l'échelle vraiment de ce feedback international, on doit absolument mettre beaucoup d'efforts dans la mise en place de cette flexibilité. Parce que, en fait, on pense que la production va augmenter même beaucoup plus vite qu'un phénomène passif de consommation qui serait, on va dire, rythmé uniquement par le marché. Donc il y a vraiment cet élément qui est très très important. Le deuxième message, et j'essaye de faire court, qui à mon avis est très important, c'est un autre élément qui vient de l'international, c'est le sujet de l'hydrogène. Je pense qu'on peut basculer à la deuxième diapo.
Ça aussi, c'est de fait de notre parentalité avec l'AIE. En fait, on profite, et l'AIE, au passage, hein, au début, je pense, de l'histoire du solaire et avec tous les épisodes qui ont été décrits ce matin, il y avait une grosse méfiance. C'est très récent, hein, le très 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 grand intérêt de l'AIE pour les renouvelables et notamment pour le solaire. Ça a été d'essayer de faire un fact-checking sur l'hydrogène et les programmes d'hydrogène à l'échelle mondiale. Et en fait, on voit très clairement, grâce aux moyens de l'AIE vraiment assez conséquents pour mesurer l'évolution et les perspectives du développement du secteur de l'hydrogène, que, vous voyez à la gauche, on a des objectifs gouvernementaux de production, et ça a été rappelé ce matin, qui sont très très ambitieux. Par contre, en face, actuellement, en fait, côté création de la demande, il y a clairement un signal et un warning. On n'est pas encore prêt. Donc on pourrait se dire, pareil, comme je l'ai dit précédemment, en fait, le marché va fonctionner très bien, la demande va se créer assez rapidement, et en fait, on va matcher, et en fait, il va y avoir vraiment une débouchée pour cet hydrogène. A priori, selon les analyses qui sont faites, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'actuellement, dans les mécanismes de création de la demande, on a absolument besoin d'avoir un prix de la molécule d'hydrogène transformée ou pas qui soit attractif. Et donc là aussi, il y a un mécanisme qui va être extrêmement intéressant, qui va être d'accompagner, un petit peu comme ça a été expliqué ce matin, dans la fixation, par exemple, d'un feed-in tarif. C'est d'ailleurs de créer vraiment les conditions pour que l'hydrogène vert puisse être ce qu'on appelle off-také dans le domaine, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une demande. Et à partir de là, on va être, à mon avis, on va vraiment atteindre les ambitions de notre déploiement massif de cette énergie variable, mais fortement prédictible. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Je voulais donner maintenant la parole à François Sillon, puisque j'ai découvert, en sachant qu'on avait le CNES à la table ronde, tout un tas de projets que je ne connaissais pas bien, moi qui me connais beaucoup le photovoltaïque terrestre, et notamment des projets de centrales en orbite. Des projets portés par l'ESA, comme Solaris, ou des projets japonais, en Angleterre, mais aussi en Chine, encore une fois, avec le programme Zhuzhe, donc chasser le soleil. Et très récemment, un succès par Caltech avec le Space Solar Power Demonstrator, qui arrive à faire un démonstrateur sur une première centrale qui arriverait avec des faisceaux micro-ondes à faire récupérer sur Terre cette énergie. Alors c'était un peu le rêve de Isaac Asimov, qui avait décrit le père des robots, qui avait décrit un peu ce principe déjà dans ses romans. Mais ça semble de moins en moins de la science-fiction. Néanmoins, cette question de cet énorme faisceau hyper énergétique pose question, et peut-être que ces centrales en orbite pourraient avoir d'autres utilités, et notamment apporter du service en orbite. François Sillon, est-ce que vous pouvez nous donner un petit éclairage au-delà de la Terre ? Oui, alors effectivement, l'intérêt de mettre du photovoltaïque en orbite, il est multiple. D'abord, on n'a pas la problématique de l'atmosphère qui va qui va absorber un certain nombre de rayonnements. Et puis en plus, on peut s'orienter facilement. Et puis en plus, si on est sur une orbite un petit peu lointaine, on peut évacuer assez largement le problème de l'ombre de la Terre, donc on devient encore moins variable. Donc voilà, il y a un certain nombre d'avantages à se dire qu'on va générer de l'électricité avec du photovoltaïque en orbite. Après, le problème, évidemment, c'est que si on veut rapatrier cette énergie sur Terre, là, les choses se gâtent un petit peu. Alors oui, on peut imaginer des faisceaux très énergétiques, de micro-ondes ou autres. Au CNES, on est un petit peu sceptique quand même sur le fait que ça ait vraiment un intérêt, surtout en regardant toute la chaîne, c'est-à-dire le coût de lancement, de maintenance, etc. Et puis la difficulté de rapatrier cette énergie. On n'est pas certain qu'économiquement, le jeu en vaille vraiment la chandelle. Par contre, comme vous l'avez dit, il y a un besoin aussi d'énergie en orbite. J'y ai fait allusion tout à l'heure. On multiplie et on augmente beaucoup les usages du spatial et donc le nombre d'objets qu'on va mettre en orbite. Et une des difficultés, même si on les conçoit avec des très hauts niveaux de fiabilité, parce qu'on veut qu'ils aient des durées de vie très longues, c'est qu'aujourd'hui, on lance des choses, et puis après, on les laisse mourir. Alors, avec la notion de service en orbite, on peut imaginer d'avoir des systèmes qui vont avoir une durée de vie beaucoup plus longue, qu'on va aller effectivement réparer quand il y a besoin de les réparer, mais aussi leur apporter du service, et en particulier de l'énergie.
Alors, initialement, on se disait on va aller remplir un réservoir, parce qu'en général, la motorisation en particulier, pour garantir l'orientation des satellites et tout, en général, c'était fait historiquement avec des petits moteurs à hydrazine. Mais finalement, on pourrait aussi imaginer d'aller changer une batterie. Pourquoi pas? Et alors là, si on commence à avoir ce type d'approche, avoir une centrale de production et de gestion de l'énergie en orbite, ça pourrait éviter d'avoir à mettre 2 fois 50 mètres carrés de panneaux solaires par satellite, parce qu'on pourrait avoir un système de batterie qu'on va changer, etc. Alors, il faut voir que ça reste compliqué, le service en orbite, parce que s'il faut s'approcher d'un satellite, faire un rendez-vous en orbite, tout ça, pour aller juste brancher une batterie, bon, c'est là aussi, il y a une étude à faire, c'est pas sûr que le jeu en vaille la chandelle. Il y a une autre application, pour le coup, et là on est quasiment certain que ça a un intérêt, c'est tout ce qui est calcul. Alors les data centers sur Terre, c'est une abomination écologique, puisqu'on dépense énormément d'énergie pour faire des calculs. On dépense autant d'énergie en général, sauf maintenant qu'on les met au Groenland ou autre, mais pour refroidir et éliminer la chaleur qu'on a générée en faisant tous ces calculs. Or, les systèmes spatiaux sont énormément consommateurs de calculs. Alors aujourd'hui, pour tout ce qui est observation de la Terre en particulier, les calculs en général, ils sont plutôt faits au sol, c'est-à-dire qu'on va acquérir de la donnée. On va ensuite avoir besoin d'un lien, un lien radio typiquement, pour ramener ces données sur Terre, et puis on va traiter ces données pour en extraire des choses intéressantes sur la Terre. Donc ça, d'un point de vue énergétique, c'est pas très optimisé. Surtout que le lien bord-sol, en fait, il est lui-même très compliqué. Hein. Si vous avez des satellites géostationnaires, ça va, ils sont toujours au même point, vous pouvez les pointer. Pour tout ce qui est en orbite basse, c'est compliqué parce qu'ils passent peut-être 10 minutes en visibilité d'une station. Enfin voilà, c'est très compliqué. Si on arrive à se dire qu'on a un data center en orbite, on peut gagner beaucoup de choses. On peut gagner d'abord sur la dissipation thermique qui va se faire naturellement. Il n'y aura pas à les climatiser parce qu'on fera ça avec des radiateurs voilà, dans le froid de l'espace. On gagne sur l'efficacité de la génération d'électricité dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis surtout, on peut éviter d'avoir à rapatrier toutes ces données brutes pour les traiter sur Terre. On peut faire tout un tas de traitements finalement là-haut. Et donc avec de l'intelligence artificielle, avec tout un tas de traitements élaborés, finalement ne renvoyer sur Terre que le produit quasi fini ou l'information déjà traitée. Donc ça, on y croit beaucoup plus. Vous voyez, peut-être que l'optimisation de notre flexibilité se fera en orbite, alimentée par des centrales en orbite. Qui sait? Je vais quand même prendre encore quelques minutes, parce que je voulais aborder le sujet un peu sociétal aussi comme valeur, puisque France Territoire Solaire donnait dans sa vision 2030 une vision de 52 000 emplois possibles pour la filière solaire. Au niveau de l'ADEME, en octobre 2023, vous avez publié une mise à jour de votre rapport marché et emploi concourant à la transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est dans la filière solaire en termes notamment d'impact sur l'emploi ? Alors c'est vrai que quand on pense à la filière solaire, on pense souvent aux emplois des équipements. Alors aujourd'hui, il y a à peu près que 1000 emplois sur la partie équipement en France, mais néanmoins, en tout cas, on a la conviction que la France est quand même un terreau fertile pour développer l'industrie photovoltaïque. Il y a le projet Carbone, il y en a d'autres. Terreau fertile parce qu'on a d'autres industriels qui concourent à la chaîne de valeur. Enfin, on a des industriels sur les gaz, on a des industriels sur les équipements, les fours, etc. Mais aussi parce que l'électricité décarbonée dont on dispose peut aussi permettre d'avoir un certain avantage sur les parties amont notamment. Alors ça, c'est important d'avoir en tête, je pense que vous le disiez sur Carbone, le côté impact environnemental aussi d'orientation de la recherche. Je pense que vous qui êtes là et nous, au travers de France 2030, on essaye de plus en plus également que dans les axes de recherche soit inclus le côté minimisation de l'impact environnemental de la production, puisque c'est grâce à ça notamment que demain, on pourra décrocher des marchés à l'international, en Europe et à l'international. Je pense que c'est important. Alors après, sur les emplois, au-delà des emplois sur la production d'équipements, aujourd'hui la majorité des emplois effectivement est sur l'installation. On a remis là un graphique avec des données qui datent un petit peu, j'ai pas remis les toutes dernières données, mais
des graphiques qui illustrent un peu quand même l'histoire un peu chahutée du photovoltaïque ces 10 ou 20 dernières années, avec notamment le pic de 2010, qui était le pic donc de lancement, avec les tarifs d'achat à 600 € du mégawattheure, le moratoire. Donc bon, on voit que ça a fait beaucoup de mal à la filière. Aujourd'hui, on est quand même sur une pente de nouveau très, très ascendante, avec un chiffre 2023 d'emploi, donc en haut à droite, qui doit nous arriver à peu près à 22 500 ETP en France, donc majoritairement sur les filières de l'installation, mais de plus en plus également, c'est ce que vous voyez en bleu foncé, sur la partie exploitation, puisque forcément avec un parc en exploitation, en croissance... Je peux pas... Hop, il est là, le bleu foncé. Un parc en croissance, on a une partie forcément plus importante d'emplois pérennes, localisés nécessairement en France. Alors après, sur les investissements, c'est le graphique en haut à gauche. Tu parlais de 100 milliards d'euros d'ici 2035 peut-être. Bon, là, on a des chiffres 2021 qui était à peu près à 7 milliards, une estimation 2023 à 12 milliards d'euros, le marché français annuel du photovoltaïque. Et puis en bas à gauche, vous avez le rythme annuel d'installation. Alors ça fait là 2-3 ans qu'on est à plus de 2,5 gigawatts installés par an. Et comme le disait la ministre dans sa petite vidéo, l'objectif c'est d'au moins doubler. Donc là aussi, forcément, ça va créer de l'activité. Alors là, ce sont juste les noms. Bien entendu, il y a toutes les questions aussi de qualité des emplois, de qualification. Et c'est aussi un énorme chantier. Merci beaucoup. En parlant de chantier, on avait en fait aujourd'hui, en tout cas cette année, les 15 ans de la qualification Quali-PV de Quali-ENR. Qu'est-ce que vous voyez comme chantier justement au niveau de cette qualification, André Joffre, puisque vous êtes aussi président de Quali-ENR? Oui, en fait, on a une activité, une demande de nouveaux qualifiés qui a doublé pratiquement dans le cours de l'année là. On sent que c'est vraiment très soutenu. Nous avons une centaine de centres de formation qui sont sous contrat avec Quali-ENR. Tous sont saturés. Si vous voulez faire une formation aujourd'hui pour devenir installateur, il faut pratiquement attendre un an. Vous voyez, 2014 est quasiment complet. Alors, 24. Ouais, 2024. Ouais. Donc c'est vraiment très très compliqué. Bon, on essaie de rajouter des stages, etc. Mais enfin, c'est un peu compliqué. On manque même de formateurs. Vous voyez, donc on forme des formateurs. C'est vraiment très amont. De façon générale, on manque d'installateurs sur le terrain. Malgré cette forte progression, on manque d'installateurs. Et c'est embêtant. C'est embêtant parce que, on pourrait se dire après tout, c'est pas très grave. Le prix des panneaux diminue. Il y a des produits français qui vont arriver. Ne nous affolons pas, on n'est pas quelques années près. Sauf qu'il faut compter avec les éco-délinquants. Et les éco-délinquants, dès l'instant où il y a une demande forte de la part du public, ils rentrent dans les trucs, ils font une publicité extraordinaire, etc. Ils captent des gens, souvent d'ailleurs, qui sont un peu... des nigauds, quoi, voilà, des gens qui ne sont pas trop dégourdis et qui ne se rendent pas compte de... Moi, j'ai eu l'exemple d'un gars qui avait acheté, tenez-vous bien, il devait être fortuné, une installation solaire pour 300 000 €, à titre privé. Mais il devait être très fortuné. Et c'est son fils qui m'a dit, il s'est fait avoir, est-ce que vous ne voudriez pas faire une expertise pour au moins montrer... Parce qu'en plus, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, c'est le genre de choses qui peut arriver. Alors ça c'est un cas extrême certainement, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vendent des produits de piètre qualité, très chers, et parce qu'ils profitent du fait que il y a des personnes qui sont un peu crédules, c'est le cas. Donc il faut absolument qu'on ait cette réponse, et la réponse c'est en ayant des installateurs, des artisans, des entreprises structurées qui font de la qualité, qui sont capables d'assurer à la fois de l'installation de qualité, mais aussi du service après-vente, etc. Et ça, donc, c'est difficile. On a fait des études, nous, sur la région Occitanie, et c'est vrai qu'on a programmé un nombre considérable d'installateurs nouveaux qui vont arriver. Alors, ça vient, mais il faut absolument les choses. Et surtout, il ne faut pas lâcher prise sur la qualité de la formation et de la qualification. Nous, systématiquement, après qu'un installateur soit qualifié, donc qu'il ait passé sa formation, réussi un petit examen, etc., qu'il ait montré qu'il est en règle avec toutes les pièces administratives et notamment son assurance, ensuite, lorsqu'il fait une première installation, elle est expertisée. On vient la voir pour vérifier que tout est correct
Et ensuite, on va le voir périodiquement, mais avec un rythme qui va diminuer au fil du temps. Voilà, ça c'est nécessaire et il ne faut surtout pas lâcher là-dessus parce que c'est vrai que bon, on entend dire de temps en temps, oui, c'est pas très grave finalement, toutes ces normes, ça nous embête, il faut lâcher tout ça et puis après, le marché reconnaîtra les siens. Ah oui, le marché reconnaît les siens avec beaucoup de catastrophes et beaucoup de gens qui se sont fait gruger. Bon, voilà. Donc, il faut absolument rester ferme là-dessus, mais par contre, il faut qu'on accélère la formation et la qualification des entreprises. Et en parlant d'emploi, Pierre-Emmanuel, combien d'emplois vous visez dans votre Gigafactory? Alors, en emploi direct, oui, donc, en emploi direct, Carbone, c'est 3000 ouvriers techniciens, donc sur la première Gigafactory, sachant que si on en fait une deuxième et on a l'ambition d'en faire plusieurs, ça fera des milliers, des dizaines de milliers d'emplois directs. Mais derrière, il y a toute la chaîne des équipements, le verre, le polysilicium, et puis tous les autres emplois indirects induits. Enfin, ce qui est très important, et là, c'est peut-être on va s'arrêter là, puisque l'emploi est important. Et je pense que on le mesure peut-être pas assez, mais la promesse du solaire, ça doit être quand même. On doit aussi réconcilier une certaine, je dirais, France, qui est peut-être moins amène à l'égard du solaire, parce qu'il n'y a plus d'usines. Et toutes les idées de la transition, quand on parcourt, puisque avant de faire du solaire, j'ai fait beaucoup d'éolien, donc je connais beaucoup mes territoires. Donc les gilets jaunes, il y a 15 ans, on aurait pu vous dire que ça allait arriver. C'est qu'on voit la France, c'est une cartographie de villages et de villes qui ont perdu la substance qui faisait la France, à savoir les usines. Et si on n'a pas, si on vend une promesse d'une énergie abondante, pas chère, super fluide, avec une espèce de voiture smartphone, batterie, enfin tout ça hyper connecté, on perd la moitié des Français. Hein. Et il ne vous aura pas échappé que les climato-sceptiques augmentent au même rythme que les aléas climatiques en ce moment. Et donc il y a beaucoup de gens en France qui n'y croient pas un instant à cette promesse du solaire et de la transition. Et que si on n'arrive pas à avoir des usines, des objets concrets ou des gens simples, et je pense que là, il faudra aussi travailler sur la question des mobilités. C'est vrai que si on on a des usines qui sont plutôt dans des lieux loin des centres. Avant, les usines étaient dans les centres-villes, hein, donc il y avait les déplacements domicile-travail étaient simples, en vélo ou en tramway. Hein. Les sorties des usines, à Renault, à Bouillancourt, on les voit, ils sont tous à vélo. Quand vous avez une usine qui est à 40 km de là où vous habitez, vous allez en voiture. Et là, il manque peut-être aussi un vaste plan solaire que le gouvernement pourrait soutenir, où tous les ouvriers auraient leur véhicule électrique, qui pourrait être avec une électricité fournie, un avantage en nature, qui ferait qu'on irait beaucoup plus vite. Et ça, il faut vraiment réfléchir à comment on réconcilie une France, je dirais, périurbaine, rurale, qui franchement est assez loin de cette question de la transition heureuse pour laquelle on milite. Et voilà, c'est ça aussi la question de l'industrie. C'est pas simplement combien d'emplois directs ou indirects, c'est comment on ramène au cœur des décisions des gens qui ont besoin de boulot et qui n'ont pas envie d'être juste pousseurs de palettes dans des stocks, dans des centres Amazon ou dans la grande distribution, mais qui ont envie de travailler sur des objets techniques. Et ça, le solaire a un devoir, en tout cas. L'éolien, c'est très bien qu'on ait des usines de pales et de nacelles, qu'on aille plus loin. Et c'est ce qu'avait très bien réussi, je pense, l'Allemagne. Il faut s'en inspirer. C'est que la question de l'industrie doit être au cœur de la transition énergétique et écologique. Et ça, c'est un des grands avantages du nucléaire. On doit le dire, parce qu'on connaît aussi notre territoire et notre cartographie, c'est qu'il y a quand même toujours cette promesse d'une technicité. Et il faut le dire, les boulots dans l'industrie sont extrêmement bien payés par rapport à tous ceux qui sont dans le service. Et voilà. Et si on ne réussit pas ça, et ça c'est à Carbone, en tout cas sur le territoire sur lequel on est hyper accueilli par les dockers CGT et puis par tous les ouvriers sur la zone. On a déjà les pressions et les rapports de force qui s'installent pour bien payer les gens. Mais voilà, il faut que le solaire travaille à cette question-là industrielle et de ne pas être juste un espèce de truc un petit peu éthéré qui fait le bonheur de l'humanité, parce que ça, les gens n'y croient pas un instant. Bon. Eh bien, je crois que vous avez faim. J'aurais voulu vous parler, je le dis en un mot, de valeur pour la ruralité aussi par l'agrivoltaïsme, et aussi de surveillance des éruptions solaires, mais vous aurez ça à déjeuner si vous le voulez. En tout cas, merci de nous avoir éclairés sur ces valeurs à la fois économiques, stratégiques, sociétales et environnementales. Bon, merci à Laetitia de ne pas avoir augmenté notre retard. Oui, il a diminué de 2 minutes.
Donc maintenant, vous allez retrouver la pause déjeuner. Et à 14 h, on aura le plaisir d'écouter Andreas Beth du Fraunhofer Institute, qui parlera en anglais. Anglais. Donc pour ceux qui ne comprennent pas totalement l'anglais, je pense qu'il y a une traduction qui est prévue. Donc vous avez des écouteurs. Et donc je vous demande de revenir ici pour 14 h, donc de manger assez rapidement. Après tout, on n'est pas là pour manger de la nourriture, mais plutôt pour se nourrir intellectuellement. Donc à tout à l'heure.